Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un véritable héros de l'ombre, le pilier du monde industriel, le moteur asynchrone triphasé. Bon, son nom officiel est un peu barbare, je vous l'accorde, mais son surnom, lui, est beaucoup plus imagé, le moteur à cage d'écureuil. Il est absolument partout, que ce soit dans les usines, les pompes, les ventilateurs, et pourtant on ne fait quasiment jamais attention à lui. Et la question qui se pose, elle est fascinante. Comment est-ce qu'une simple cage en métal peut se mettre à tourner toute seule et littéralement faire fonctionner notre monde? C'est une merveille de physique, d'une simplicité presque déconcertante. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on verra pourquoi ce moteur est omniprésent. Ensuite, on va l'ouvrir, en quelque sorte, pour voir son anatomie. Puis on plonge dans le vif du sujet, son principe de fonctionnement, avec cette fameuse course-poursuite et le concept de glissement. On regardera aussi son démarrage, qui est assez spectaculaire, et on terminera en se demandant pourquoi il est toujours aussi essentiel aujourd'hui. Première étape donc. Pourquoi est-il partout? La raison, c'est un cocktail gagnant. Pensez-y. Il est simple dans sa conception, donc pas cher à produire, il est super robuste, et surtout, il ne demande quasiment aucun entretien. C'est simple, c'est le véritable cheval de bataille de toute l'industrie moderne. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi on l'aime tant, regardons un peu ce qu'il a dans le ventre. On va décortiquer son anatomie, qui se résume en fait à deux grands acteurs. Et voilà nos deux joueurs clés. D'un côté, on a le stator. C'est la partie fixe, l'extérieur. Lui, c'est le meneur de jeu. Son rôle, c'est de créer un champ magnétique tournant. Et de l'autre côté, on a le rotor, la partie qui tourne à l'intérieur. Lui, c'est le poursuivant. Comme on va le voir, il est condamné à courir après le champ magnétique du stator sans jamais pouvoir le rattraper. Et quand on parle du rotor, ce qui est génial, c'est son nom, la cage d'écureuil. Et ce n'est même pas une image, ça ressemble vraiment à ça. Des barres de métal reliées aux extrémités. C'est d'une simplicité, mais d'une efficacité absolument redoutable. C'est là toute la beauté de la chose. Et attention, même si ça a l'air simple et robuste, tout ça, c'est une affaire de très haute précision. L'espace entre le stator et le rotor, ce qu'on appelle l'entrefer, est minuscule. On parle de 0,3 ou 0,4 mm. C'est moins épais qu'une carte de visite. Et cet écart-là, il est absolument capital pour que le moteur fonctionne bien. Allez, on arrive au moment le plus intéressant. Comment est-ce que ça marche, concrètement? Comment cette cage se met-elle à tourner? C'est là que notre fameuse course-poursuite magnétique entre en scène. Alors accrochez-vous, ça va très vite. Quand on branche le moteur, hop, les bobines du stator créent immédiatement un champ magnétique qui tourne. Ce champ en rotation, il passe à travers les barres du rotor, qui lui est encore immobile. Par un phénomène qu'on appelle l'induction, ça crée un courant électrique très puissant dans la cage du rotor. Et qui dit courant, dit nouveau champ magnétique, cette fois autour du rotor. On a donc deux champs magnétiques qui interagissent. Et cette interaction, ça crée une force physique, un couple qui fait tourner le rotor. Et le voilà parti à la poursuite du champ du stator. Mais, et c'est là que toute la magie opère, il y a un mais. Le rotor, il court, mais il ne peut jamais, au grand jamais, rattraper la vitesse du champ magnétique du stator. Il y a toujours un petit décalage. Et ce décalage, cette différence de vitesse, c'est la clé de tout le système. Ça s'appelle le glissement. Pour le dire simplement, le glissement, c'est le pourcentage de retard du rotor par rapport au champ magnétique. Si le champ fait un tour, le rotor n'en fait un tout petit peu moins. C'est cette différence qu'on mesure. Et, pour donner un ordre d'idée, quand un moteur tourne à plein régime, à pleine charge, ce glissement est d'environ 4%. Ça peut paraître tout petit, 4%, mais sans ça, rien ne marcherait. Traduisons ça concrètement. Ça veut dire que pendant que le champ magnétique du stator fait, disons, 100 tours, le rotor, lui, n'en fait que 96. Il y a toujours ces 4 tours de retard. C'est une course que le rotor est programmé pour ne jamais gagner. Il glisse constamment. Et pourquoi est-ce si important? C'est la question à million. Imaginez une seconde que le rotor arrive à rattraper le champ. À ce moment-là, leur vitesse serait la même, le glissement serait de 0. Et qu'est-ce qui se passerait? Le champ magnétique ne couperait plus les barres du rotor, donc plus de courant induit, et donc plus de force pour le faire tourner. Le moteur s'arrêterait. C'est un paradoxe génial. Le moteur ne fonctionne que parce qu'il est toujours un peu à la traîne. Ok, ce principe de glissement, il a une conséquence majeure, surtout à un moment bien précis, le démarrage. Pensez-y. Au moment où on appuie sur le bouton On, le rotor est à l'arrêt complet, vitesse 0. Le champ du stator, lui, démarre instantanément à pleine vitesse. Le glissement est donc maximal, 100%. Et là, le moteur appelle une quantité d'énergie phénoménale. On parle d'un pic de courant qui peut être 5 à 7 fois plus élevé que son courant normal. C'est un véritable raz de marée électrique. Alors, ce démarrage en force, qu'on appelle démarrage direct, il a des avantages, c'est sûr. C'est la méthode la plus simple, la moins chère, et elle donne un couple de démarrage énorme, parfait pour lancer des charges très lourdes. Mais
Et il y a un gros inconvénient, ce pic de courant gigantesque. Il peut provoquer des chutes de tension sur tout le réseau électrique, un peu comme quand les lumières baissent une seconde chez soi. Voilà, on a fait le tour, on a vu sa conception, sa physique, et on commence à comprendre pourquoi ce moteur n'est pas juste une pièce de métal, mais un vrai petit bijou d'ingénierie. Alors pour résumer, qu'est-ce qui en fait le pilier de l'industrie? C'est simple. Premièrement, sa conception est minimaliste, très peu de pièces en mouvement, ça le rend pas cher et quasi indestructible. Deuxièmement, et c'est le point clé, il n'y a pas de contact, pas de balai qui s'use. Résultat, quasiment zéro entretien. C'est le genre de machine qu'on installe et qu'on oublie pendant des années. Fiable, robuste, économique, le tiercé gagnant. Et ça nous amène à la question finale. À notre époque, l'ère de l'électronique intelligente et des objets connectés, est-ce que cette conception centenaire, basée sur de la physique pure et dure, a encore un avenir? Est-ce que ce génie de la simplicité a toujours sa place demain? La question reste ouverte et elle est plus pertinente que jamais. Merci de nous avoir suivis.